tous et bienvenue à ce webinaire sur la transparence salariale. Je suis Géraldine Ratry et pour ce webinaire, je suis accompagnée de Christophe. Christophe, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Christophe Aubry-Lecomte, je suis cofondateur et dirigeant de QuickMS et donc je vais avoir le plaisir de vous décrypter un petit peu ce qu'il y a dans le décret de l'Union européenne sur la transparence salariale. Mais avant ça, je vais laisser Géraldine faire un petit peu de commerce, vous présenter qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas et vous donner les règles du jeu. Parfait, merci beaucoup Christophe. Donc moi je suis Géraldine Ratry, comme je le disais, je suis responsable marketing. Donc je pense que vous connaissez un petit peu les règles du jeu des webinaires. Donc on est ensemble pendant à peu près 45 minutes, 1 heure en fonction des questions que vous allez avoir. Deux parties dans ce webinaire, une petite partie présentation que je vais faire, mais assez rapidement. On va rentrer dans le vif du sujet très très rapidement. Juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions en bas à droite de votre écran. Après, il y a un chat également, donc si vous voulez passer, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent bonjour dans le chat, donc bonjour à tous, on est super nombreux aujourd'hui. Donc, on va essayer de prendre les questions au fur et à mesure. S'il y a trop de questions, on les mettra de côté, on essaiera d'y revenir à la fin. Et sachez aussi que vous allez avoir un replay du webinaire avec le support et il y aura également une petite to-do, une petite checklist pour voir, pour vous aider à vous accompagner dans la transparence salariale. Allez, petite présentation de QuickMS et après je laisse Christophe rentrer dans le vif du sujet. Donc, QuickMS, pour ceux qui ne connaissent pas, on a été créé en 2018 quand la DSN, donc déclaration sociale nominative, est devenue obligatoire. L'idée à la base, c'était d'utiliser en fait ces données de la DSN pour automatiser le pilotage RH et les rapports légaux obligatoires avec graphique. En 2020, on a fait une levée de fonds qui nous a permis d'investir davantage dans le graphique et également de lancer une seconde solution qui s'appelle… Géraldine. Oui, pardon. Il y a des gens… Ah non, d'accord. Mais il y a des gens qui n'ont pas le son, mais apparemment, ce n'est pas chez nous, parce qu'il y a plein de gens qui entendent et d'autres qui n'entendent pas. Ah mince, alors pour ceux qui n'ont pas de son… Vous, les personnes qui n'ont pas de problème de son. Alors, pour ceux qui n'ont pas de son, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de… Ah non, mais je vais écrire un message. Il faut leur dire de rafraîchir la page. Rafraîchir la page en cliquant sur F5. Hop. Quelquefois, ça aide quand on rafraîchit la page. Sinon, vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter. J'ai écrit le petit message. Et du coup, donc, on a une deuxième solution qui s'appelle Crew et qui a été créée pour digitaliser les entretiens, la formation, etc. Et juste pour la petite parenthèse pour Crew, sachez qu'en fait, on est en conformité légale avec la nouvelle réforme des entretiens. Donc voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, vous nous direz, mais voilà, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Juste, je termine sur QuickMS. Aujourd'hui, QuickMS, on compte plus de 700 clients et on est 25 collaborateurs et nos solutions sont utilisées par plus de 2000 entreprises pour analyser leurs données RH. Voilà, j'ai fini la petite parenthèse sur QuickMS qui on est. Je vais partager le support. Est-ce que vous pourrez juste me dire si vous le voyez bien? Je te confirmerai ça. Hop. Ok, c'est bon. Eh ben, on a passé la barre des 200 participants, Géraldine. Franchement, si vous voulez être sûr qu'on prenne votre question, utilisez l'onglet questions qui est juste à côté du chat. Ça sera quand même plus simple pour Géraldine parce que s'il y a des questions de partout, on ne va pas arriver à bien les voir. Donc, on traitera en priorité les questions qui sont posées dans l'onglet questions. Et en plus, vous pouvez voter sur les questions. Donc, ça permet de prendre vraiment les questions les plus attendues. Je ne sais pas si on va arriver à répondre à toutes vos questions parce que le timing est un peu court. Il faut qu'on s'arrête à midi. D'abord, premièrement, je voulais aussi vous donner un peu de contexte. Je ne suis pas avocat. J'ai analysé le décret de l'Union européenne et avec mon regard un peu d'expert contrôleur de gestion sociale et de ce que je connais aussi de l'index. Donc, vous m'excuserez si un avocat dit que je dis une bêtise, mais le but étant de ce webinaire, c'est surtout de vous donner un peu les billes sur qu'est-ce qui va arriver qu'est-ce qui ne… Voilà, et vous rassurer. Premier point, déjà, c'est un décret de l'Union européenne. Donc, ce décret va attendre en théorie une application faite par le gouvernement
et donc des lois votées par le gouvernement. Sauf que, comme vous le savez, ils se battent encore sur le budget, et donc ils n'ont pas eu le temps de bosser dessus. Donc on va certainement avoir ça à la dernière minute. Ce qui est normalement dit par l'Union européenne, c'est que ce décret doit être applicable à partir de juin 2026, et donc devrait entrer en vigueur. Dans ce décret, on a des parties qui sont vraiment strictes en matière d'application, et donc le gouvernement français aura peu de marge d'adapter, et des choses qui sont peut-être un peu plus adaptables par les différents gouvernements. Je ne vais pas vous décrire la 100% du décret, parce que sinon, ce n'est pas 1 heure qu'il nous faudrait, c'est peut-être 2 heures. On va s'attaquer à des parties qui me semblent les plus importantes pour vous, que vous soyez au moins alertés sur des changements. Il y a des choses qui sont légères et des choses plus complexes. En préambule aussi, je vais finir par compléter que, en théorie, de ce qu'on entend dire, c'est que ce décret devrait remplacer le calcul de l'index tel qu'on le connaît, l'index égalité homme-femme. Mais s'il n'y a pas de loi votée, voilà. Donc on y va. Ce décret est un peu plus large en matière de droits et d'informations que l'index égalité homme-femme. Il va toucher plusieurs parties, je dirais 3 grandes parties. Une partie autour de l'embauche, qui est assez simple, et en théorie, si vous appliquez déjà des bonnes pratiques, vous êtes à plus ou moins conforme. Une partie qui est de droit de l'information autour du collaborateur et des collaborateurs, qui vont concerner donc l'article 6 et 7 qu'on voit là. Et après, les articles 9 et 10, qui sont quand même plus proches de l'index égalité homme-femme qu'on peut avoir aujourd'hui, et qui sont des calculs d'indicateurs et des publications d'indicateurs. Donc on y va. Bon, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas de son. Là, je vois qu'il y a déjà des questions, Géraldine. Ah non, ça va, c'est pas une question pour moi. Non, mais on peut le redire pour tout le monde. On peut le redire pour tout le monde. Juste, le support sera envoyé avec le replay. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations. Ouais. Voilà. On a un souci aussi avec le lien qui est en bas là. Alors certes, Géraldine me dit qu'elle n'y arrive pas. Moi, j'arrive très bien à le cliquer. On essaiera de vous renvoyer un lien qui fonctionne à 100% à tous les coups dans la version du support. Donc sur l'embauche, alors c'est vraiment des bonnes pratiques que normalement toute entreprise déjà bienveillante en matière de discrimination et d'égalité entre les hommes et les femmes font. C'est les offres d'embauche et les intitulés d'emploi ne doivent plus être sexistes. Donc on doit bien faire de l'inclusion et donc pas mettre je cherche le chef de service au masculin ou le directeur financier, mais essayer d'avoir des offres d'emploi qui ne viennent pas mettre de discrimination en matière de sexe. Ça, normalement, vous y êtes. Dans les bonnes pratiques, on a aussi la partie autour de la rémunération. Là où aujourd'hui, il n'y avait pas d'obligation forcément d'afficher les rémunérations, mais c'était fortement conseillé. Maintenant, il va être obligatoire d'afficher la rémunération, en tout cas la fourchette de rémunération de l'offre d'emploi. Et là où est précisé aussi, c'est les conventions collectives associées au poste dans le cas où il y en a une. Donc, s'il n'y a pas de convention collective, il faudra dire que c'est droit du travail. Sinon, afficher aussi la CCN. Autre élément, en matière d'entretien, une question qu'on a tous posée, personnellement j'ai fait, je m'excuse parce que peut-être que je l'ai même fait à Géraldine qui est ici, mais on n'a plus le droit de poser de questions autour de l'historique de rémunération du candidat. Alors, oui, je vois la question qui vient d'arriver. Le décret vient juste parler d'historique de rémunération. Mais de toute façon, s'il y a une fourchette, la prétention, c'est peut-être un peu limite. Je vais juste le relire là en live, mais je crois que ça, c'est pas tout à fait précisé. Il parle de la rémunération initiale ou la fourchette de rémunération. L'employeur ne demande pas aux candidats leur historique de rémunération au cours de leur relation de travail actuelle ou antérieure. Il ne précise pas. Donc, on pourrait demander qu'ils aient leurs prétentions. Je pense que c'est encore possible. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri que le gouvernement français vienne en rajouter sur ces lois-là. Donc voilà, ça c'est assez simple, normalement. Et non, du coup, on n'a plus le droit de demander les 3 derniers bulletins de paye. Ça ne marche plus parce que du coup, vous demandez l'historique de rémunération du collaborateur. C'est plus possible. Allez, je passe au point 2, qui est pour moi un sujet qui va être beaucoup plus complexe à amener.
qui est qu'en fait, on va devoir commencer, chaque employeur va devoir commencer à faire la transparence de la fixation des rémunérations. Et ça, peu importe les deux premières lois, l'embauche et la transparence de la fixation des rémunérations, c'est peu importe votre taille. Il n'y a pas de précision sur le fait qu'on est sur une partie de plus de 50. Non, sur les embauches, c'est pour tout le monde, pardon. Et sur cette partie transparence de la rémunération, c'est pour les au moins de 50 travailleurs ne sont pas soumis. Donc, obligation pour les plus de 50 collaborateurs. Et donc, il va falloir qu'on publie les critères qu'on détermine la rémunération. Donc, pourquoi on a déterminé les rémunérations en fonction de votre grille de salaire, quels sont les critères qui déterminent les rémunérations des nouveaux postes, les niveaux de rémunération en fonction des postes et les règles de progression de la rémunération des travailleurs. Donc, quand vous allez faire une campagne d'augmentation individuelle, il va falloir définir les critères qui vont aider à calculer les augmentations de salaire. Ces critères, ils doivent être objectifs et, bien entendu, non sexistes. Et c'est là où ça devient très compliqué, parce que dans nos pratiques, c'est beaucoup au sentiment du manager. Tiens, je serais bien curieux de savoir dans le chat, là, qui est au sentiment du manager. C'est le manager qui décide, ou le directeur qui décide. Et vous n'avez pas une grille de décision factuelle. Et oui, les critères vont devoir être publiés. Je vois la question en live de Mélissa. Donc, le manager demande mais ne décide pas. Voilà. Bon, la plupart des boîtes aujourd'hui, c'est quand même le manager décide ou en tout cas le manager propose et on n'a pas de critères fixes de définition des augmentations. Alors, c'est publié en interne, ces critères, d'après la loi. Je me permets de répondre quelquefois dans la partie questions derrière, notamment on me dit est-ce que cette réforme est applicable en Afrique? Alors non, c'est une réforme française, européenne, du coup, qui s'applique dans les pays européens. J'ai deux autres questions, Christophe, je me permets. Donc, on a une question, cela ne concerne uniquement les entreprises de plus de 50. Est-ce que dans les textes, y a-t-il une spécificité française envisagée? Pour l'instant, je vous dis, on n'a pas, comme je vous l'ai dit au tout début, on n'a aucune application sur le droit français. C'est que le décret européen. Donc l'Europe dit les États membres peuvent exempter les employeurs dont les effectifs comptent moins de 50 travailleurs de l'obligation relative à la progression de la rémunération énoncée au paragraphe 1. Voilà. Okay. Mais apparemment, les moins de 50, ils doivent quand même donner les critères qui sont utilisés pour déterminer la rémunération et le niveau de rémunération. Il n'y a que l'exemption sur la partie progression de la rémunération qui est pour les moins de 50. Donc, même les moins de 50 sont soumis. Le texte ne précise ni format, ni les critères. Le texte vient juste préciser que les critères doivent être objectifs et non sexistes. Après, vous êtes libre totalement de définir les critères. Donc, moi, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, là, dans le graphique, de ce qu'on imagine faire potentiellement chez QuickMS. Mais voilà, il y a plein de critères qui peuvent être possibles et inimaginables. C'est assez libre. J'ai juste une question qui peut être intéressante pour tout le monde. Les critères peuvent-ils se référer aux grilles de salaire de la convention collective? Alors, c'est les niveaux de rémunération, ça, ou la grille de salaire. Dans le cadre où on affiche les niveaux de rémunération, il faut du coup le publier. Donc, le texte oblige presque l'employeur à afficher une grille de salaire. Voilà. Donc, en matière de droit à l'information, donc le sujet qui va aussi arriver, c'est que en plus de devoir afficher ces niveaux de rémunération, ces méthodes de détermination de rémunération et les progressions de la rémunération, vous allez devoir informer une fois par an que le salarié a le droit de faire des demandes sur récupérer des informations sur les niveaux de rémunération individuels et de leur catégorie de travailleurs. Les niveaux de rémunération moyens ventilés par sexe auxquels ils appartiennent. Alors, la catégorie de travailleurs. Ça, c'est un moment, on va prendre un moment, je vais presque vous le lire, hein, mais donc je vous l'ai mis sur le PowerPoint. La catégorie de travailleurs, c'est une notion qui est très importante dans le décret de l'Union européenne, qui est les travailleurs accomplissant le même travail ou un travail de même valeur, regroupés de manière non arbitraire sur les bases de critères non discriminatoires, objectifs et non sexistes.
par leur employeur. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir que vous créiez des catégories de travailleurs pour les regrouper ensemble en fonction du métier. Je ne sais pas, toutes les secrétaires d'établissement ensemble, tous les développeurs informatiques ensemble, etc. Donc, en catégorie de travailleurs, aujourd'hui, nous, de façon native, on a les catégories CSP, socio-professionnelles, mais ça, pour moi, à l'heure actuelle, quand je lis ça, ce n'est pas du tout assez précis, ça ne correspond pas. Vos CSP ne seront pas suffisamment précises pour être dans des catégories de travail, parce que des cadres, tout type de travail dans les cadres, et donc ils n'accomplissent pas forcément les mêmes tranches et les mêmes travails. On peut imaginer, pour ceux qui sont en CCN, d'avoir les catégories de la position convention collective, mais là, encore une fois, je pense que les CCN et les catégories de convention collective, ça ne va pas être assez précis. Donc là où il va y avoir un énorme travail à faire, ça va être de créer vos catégories de travailleurs. Et qui plus est, c'est là où ça va être vraiment sport, c'est que ces catégories de travailleurs, ils doivent être faits en coopération avec les représentants du personnel. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Donc, il va falloir créer des catégories de travailleurs. Donc, on va regrouper tous les développeurs ensemble, tous les responsables marketing ensemble, tous les RH ensemble. Il va falloir définir ces regroupements de travailleurs avec le CSE. Et donc là, il va y avoir vraiment un niveau d'échange, etc., de logique à aller travailler. Et une fois que vous avez ces catégories de travailleurs, vos collaborateurs pourront vous demander des informations sur les niveaux de rémunération de cette catégorie de travailleurs. Donc, la rémunération moyenne, ventilée par sexe, auquel ils appartiennent. Et vous allez en plus devoir informer le salarié et les salariés de ce droit, qu'ils ont le droit chaque année de vous demander les niveaux de rémunération des catégories de travailleurs. Alors, on a plusieurs questions. Et je me permets, Christophe, du coup, est-ce que ça va s'appliquer à tout type de taille de structure, déjà? Alors, dans le texte de l'Union européenne, il ne précise pas de taille de structure. Donc, on peut supposer que ça va s'appliquer à toutes les structures. Il y a une question aussi sur le nombre de personnes qui travaillent, qui sont comptabilisées dans les catégories de travailleurs. S'il y a une personne par catégorie, Alors, je pense que si je suppute un peu des connexions entre les calculs de l'index et les règles de l'index, les bonnes règles, les bonnes pratiques comptables. Donc, l'index égalité homme-femme, on affiche des informations que dès qu'il y a plus de 5 personnes dans une catégorie, qu'il y a plus de 5 hommes et plus de 5 femmes. En matière de pratiques comptables, normalement, on ne regroupe pas les salaires de personnes dans des pôles de moins de 3 personnes. Donc, on peut supposer que vos catégories de travailleurs vont quand même devoir au moins avoir entre 3 et 5 personnes de chaque sexe pour pouvoir exister. Vos catégories de travailleurs pourraient avoir moins de personnes parce que potentiellement, vous allez définir un instant T avec le CSE, puis à un moment donné, il y a des entrées et des sorties, les catégories de travailleurs se vident. Mais comme vous allez avoir quand même un débat avec le CSE, vous n'allez pas pouvoir non plus faire n'importe quoi et dire je vais faire plein de petites catégories de travailleurs, comme ça, je n'affiche aucune rémunération. Je pense que ça ne va pas passer. Voilà. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de règles, je n'ai pas de chiffres, parce que le décret ne le précise pas. Donc, c'est là où le gouvernement français, on va attendre qu'il nous donne les règles, comment il souhaite qu'on l'applique dans notre contexte franco-français. Okay. Il y a beaucoup de questions sur la définition justement de catégories de travailleurs. C'est voilà, est-ce que la seniorité va être prise en compte, est-ce que ça peut être des emplois types, etc. Alors, je n'ai pas plus de réponses que l'encart que je vous ai mis là. La seniorité, non, parce que c'est vraiment une question de même travail et accomplissant le même travail ou de même valeur de travail. Donc, peut-être qu'on peut supposer que la seniorité ou l'ancienneté vient créer une valeur différente. Ça peut être des débats qui peuvent s'installer. Question un petit peu une question sur ce sujet-là. Il y a une question un peu technique. Est-ce qu'ils doivent regrouper par sirène ou sirette? Alors, le décret d'entreprise, donc je ne vois pas de notion de sirette dedans. Donc, je pense que ça sera par société, voire on peut supposer que l'État français va aussi autoriser les regroupements par US. Parce que dans l'index égalité femmes-hommes, c'est par US. Okay. Et après, pareil, sur la définition du niveau de rémunération, mais ça n'a pas été spécifié, il ne me semble pas. Est-ce qu'on comprend le salaire de base ou les salaires avec prime, etc., les avantages? Alors,
Là où le décret, on va voir un peu plus loin, dans le cadre des publications d'indicateurs globaux, il parle de niveau de rémunération globale et de composantes et de variables. Sur cette partie-là, droit à l'information, ce n'est pas précisé. Donc, je pense que là, effectivement, aussi le gouvernement français va venir nous amener plus d'informations quand ils auront le temps d'y travailler. Oui. Tu veux encore prendre des questions, Géraldine? On peut en prendre encore une, et après on passe au sujet d'après, et si on pourra revenir après au sujet, mais c'est, par exemple, on nous pose la question, on pourrait faire une catégorie, par exemple, de chef de projet entre 3 et 5 ans d'expérience, chef de projet moins de 3 ans, etc. Donc ça, c'est à valider en interne, quoi. Oui, chef de projet, je le vois très bien. 3 et 5 ans d'expérience, c'est pas sûr. Parce qu'il faut justifier qu'ils ne fassent pas le même travail. Il faut justifier que les chefs de projet qui ont moins de 3 ans d'expérience ne fassent pas le même travail qu'un chef de projet qui a entre 3 et 5 ans d'expérience. Okay. Voilà. Je vous rappelle que quand même, dans le droit français, il y a quand même un texte qui dit à travail égal, salaire égal. Voilà. Donc, voilà. Alors, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu par rapport à ça dans le graphique. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Donc, je pense qu'il y a des clients qui sont connectés. Donc, c'est des éléments qu'on va mettre à disposition dans le graphique. Donc, c'est notre outil de reporting RH. Ces éléments-là, tac, vont pouvoir être mis à disposition. Donc, ce qu'on a fait, nous, par exemple, donc ici, on a un rapport où le collaborateur, donc on pourrait le donner au collaborateur, hein, je vais vous le mettre un peu plus gros pour que vous le voyez mieux. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, on vient afficher la partie au collaborateur. Donc, c'est un PDF qu'on peut remettre au collaborateur. On vient lui afficher ici sa catégorie de travailleurs qui est C2.1, le nombre de travailleurs, le salaire moyen, l'ancienneté moyenne, l'expérience pro moyenne, l'âge moyen, niveau de responsabilité moyen et la difficulté de la mission moyenne. L'idée étant que j'ai rajouté par rapport à ce que prévoit dans l'annexe, dans le décret, plus d'informations parce que ici, il parlait que de salaire moyen, de rémunération moyenne. J'ai rajouté l'ancienneté moyenne pour aider le collaborateur à se comparer, l'expérience pro moyenne, l'âge moyen, le niveau de responsabilité moyenne qui est un critère qui pourrait être défini, en fonction du poste, ils ont des niveaux de responsabilité, et les difficultés de la mission. Et là, donc, on a un salaire à 54, et la personne pourrait se dire, bah, attends, moi, j'ai que 41, j'ai une ancienneté moyenne d'un an. Bon, je ne suis quand même pas très ancien par rapport au panel des 12 personnes. J'ai une expérience pro qui est à peu près équivalente. Je suis quand même 10 ans plus jeune. J'ai un niveau en responsabilité un petit peu en dessous et j'ai une difficulté, des difficultés de mission qui sont un peu moindres. Bon, ça peut expliquer. L'écart me paraît quand même important dans ce cas-là. Et là où ça change aussi, je ne vous l'ai pas mis forcément dans le PowerPoint, c'est que dans le décret, il y a un changement de paradigme. Donc, vous savez déjà que dans le droit français, comme je vous le disais, à travail égal, valeur égale, on a déjà une problématique où le collaborateur peut vous assigner au prud'homme parce qu'il considère que vous l'avez traité avec discrimination et que vous avez beaucoup mieux payé un collègue que lui. Dans le droit français à l'heure actuelle, c'est au collaborateur de faire la preuve de la discrimination. Dans le décret de l'Union européenne, dont je vous parle aujourd'hui, le paradigme change, il est inversé. C'est à l'employeur de venir prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination. Donc, ça sera à l'employeur de récupérer suffisamment d'éléments pour justifier qu'il y a un écart de salaire. Donc, il faudrait être capable de venir expliquer, justifier factuellement pourquoi ce collaborateur 1 qui appartient dans la même catégorie de travailleurs est payé 14 000 ou 13 000 euros moins cher que la moyenne de ses collègues. Voilà. Là où ça change aussi, c'est que c'est droit à l'information. Et ce que vous voyez là, le collaborateur peut donc l'obtenir n'importe quand, au moins une fois par an. Je pense que vous pourrez vous limiter à le donner une fois par an sur le bilan de l'année dernière, parce que les données ne sont peut-être pas consolidées sur l'année. Et surtout, il peut demander au CSE de l'analyser avec lui et de discuter avec lui sur ça. Sur ces demandes, il peut venir demander plus de détails, il peut venir demander plus d'informations. L'employeur ne peut pas empêcher de diviser leur rémunération aux fins d'application
du principe de l'égalité de la rémunération dans le cadre des RGPD. Donc, il doit donner de l'information et il ne peut pas se poser en disant non, non, ce n'est pas RGPD, etc., ça ne marche pas. Donc, il doit être capable de respecter le RGPD, mais de donner un maximum d'informations en donnant des infos. Donc, c'est encore très flou sur cette partie de jusqu'où va le détail que doit fournir l'employeur. Mais voilà, c'est un exemple. Voilà. Et donc, ce qu'on peut supputer, et l'impact qu'on peut supputer, c'est qu'il y a énormément de prud'hommes qui se déclenchent par rapport à ça, où le salarié a récupéré ces informations-là, finit par se disputer avec l'employeur et attaque au prud'homme l'employeur. Là aussi, ce qui change dans la partie, et ce qui vient préciser un peu, c'est que on peut, tout ce qui est en cas de discrimination, l'indemnité n'est pas du tout plafonnée et elle doit être même punitive. Ils le disent dans le décret, ça peut même être punitif en matière d'information. Donc, on va avoir vraiment, moi je vois vraiment arriver les avocats en droit du travail à s'engouffrer là-dedans. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous, je ne sais pas s'ils sont côté employeur ou côté salarié, mais je le vois bien, avoir des gros sujets prud'homaux et que ça va vraiment aller vraiment vers le collaborateur et faciliter le travail du collaborateur en matière de preuves. Parce que si jamais il ne retient pas les éléments pour justifier, il pourra toujours s'attaquer à l'employeur pour des notions un peu d'obstruction, hein, en tout cas, le fait qu'il n'aurait pas donné les infos. J'en ai fait un autre qui est un deuxième exemple. Voilà, donc nous, dans le graphique, on pourra sortir pour chaque collaborateur à la volée, leur donner l'accès à ces éléments-là, où RH va pouvoir éditer le rapport en venant taper la personne qui demande et lui donner ses infos. Donc là, c'est un autre exemple qui est à peu près la même chose. Un salaire qui est un peu en dessous, mais proche. Et donc, on voit une ancienneté qui est un peu supérieure, une expérience pro un petit peu moindre, un âge beaucoup plus supérieur, des niveaux de responsabilité, de difficulté. Donc là, voilà, pareil, il y aura potentiellement un peu plus de débat sur cette partie transparence salariale. Est-ce qu'on a des questions? Je vais parler un peu longtemps. J'ai essayé de donner un petit peu tous les éléments clés que je m'étais notés. On a une question plus sur la catégorie, toujours depuis tout à l'heure, Débat. Est-ce qu'on peut prévoir des niveaux d'évolution sur les postes basés sur l'acquisition de compétences objectives? Parce que c'est pareil, je ne peux pas vous répondre sur ça parce que c'est pas très précis encore le décret, donc je ne sais pas. Je suis désolé, je vais vous dire de temps en temps beaucoup, je ne sais pas, mais parce qu'on n'a qu'un décret général et qui n'est pas une application globale de la loi en France. Après, je prends cette question, mais faut-il une égalité des sexes dans les catégories de travailleurs? Alors, ce n'est pas précisé en matière de décret. Alors, oui et non, c'est faux. Attendez, je vous dis une bêtise. On va le voir plus tard dans la partie seconde parce que vous allez voir qu'il va falloir publier au CSE les écarts de rémunération par catégorie de travailleurs. Donc, on le voit après ça. Oui, et juste, on a une question concernant la partie de transparence comparative entre le salarié et les catégories. Alors, évidemment, c'est une création de notre part. C'est pour vous aider justement à savoir où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce décret. Donc, vous n'êtes pas tenu de le faire, mais par contre, pour nos clients qui sont peut-être dans l'audience, qui ont graphique, sachez que voilà, ça sera à disposition et ça vous permettra d'avoir une vision très claire et de faire un état des lieux en fait de la transparence salariale. Voilà. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de préparer un maximum de choses. Donc, déjà, commencer à réfléchir à vos catégories de travailleurs, parce que soit le décret il est clair, catégorie de travailleurs, vous allez devoir y passer. Donc, ça, vous pouvez déjà commencer. Et de regarder aussi tous critères objectifs sur lesquels vous allez pouvoir les appuyer, vos catégories de travailleurs. Parce que, en fait, ça ne va pas être possible. Si vous commencez à les créer sans mettre les critères objectifs, qu'est-ce qui va se faire? Un collaborateur, il va forcément voir qu'à un moment donné, qu'il a un salaire plus bas que sa catégorie de travailleur. Donc, il faut qu'il puisse s'appuyer sur des critères objectifs pour se dire, OK, c'est normal que je sois payé en dessous. Voilà. Et c'est aussi ce qui va vous servir d'argument quand vous allez en discuter avec lui. Parce qu'il va y avoir débat. Hein. Nous, on pratique la transparence salariale au sein de WikiMS. Je vous assure qu'à chaque publication, il y a débat sur certains postes et sur savoir pourquoi un tel est payé plus que machin. Et donc là, vous allez avoir débat. Pourquoi moi, je suis payé 5 000 € ou 5% ou 10% de moins que ma catégorie de travailleurs? Comment vous le justifiez?
Et si le salarié n'est pas content, ben, vous avez le risque principal, c'est que déjà, ils partent, parce qu'ils considèrent qu'il est sous-estimé. Et je vais même aller un peu plus loin, c'est un aparté. De notre expérience en matière de transparence salariale, ce n'est pas vraiment une question d'argent, c'est une question de reconnaissance de valeur. Vos collaborateurs, ils ont l'impression qu'ils sont les moins bien payés, c'est qu'en fait, ils vont considérer que vous ne les reconnaissez pas à leur valeur, et donc ils vont se sentir mal aimés, et donc ils vont partir. Ça, c'est vraiment un des risques aussi de ce décret, c'est pas forcément beaucoup de prud'hommes, mais des départs à l'appel parce que des gens se sentent pas reconnus, quoi. Donc il faut vraiment aller préparer ces argumentaires, quoi. Ok. Il y a encore des questions, mais comme il est demi, j'aimerais qu'on avance pour essayer de traiter tous les sujets, et puis on reviendra sur les questions plus à la fin. Voilà, alors, vous voyez, j'avais pas forcément bien en tête mon support de présentation, mais voilà, le droit à l'information, je vous en ai parlé, je vous le répète. Les actions des salariés vont augmenter. Donc, il y a l'article 16 qui veut le droit à une indemnisation, qui dit donc une indemnisation ou une réparation effective de la perte et du dommage subi. Donc, dans le cadre où le salarié prouve qu'il y a eu une discrimination, quelle qu'elle soit, il pourra demander donc une réparation. Cette indemnisation doit être dissuasive et proportionnée. Et l'indemnisation et la réparation n'a pas limité à la fixation préalable d'un plafond. Donc, on ne pourra pas faire des ordonnances Macron comme ce qu'on a pu voir. Et, comme je vous disais, renversement de la charge de la preuve, il lui incombe de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination, donc c'est l'employeur qui va devoir prouver, et lorsqu'une personne de référence réelle ne peut être trouvée, alors ça c'est le truc le plus magique que j'ai vu, donc là vraiment le dernier point, aucune personne de référence réelle ne peut être trouvée, tout autre élément de preuve peut être utilisé pour attester de la discrimination présumée en matière de rémunération, y compris des statistiques ou une comparaison avec la manière dont un travailleur serait traité dans une situation comparable. Donc, c'est-à-dire que demain, il pourra aller sur Glassdoor, trouver que le salaire moyen du chef de projet, parce que quelqu'un parlait de chef de projet, est de temps, et que lui, il est payé 30 000 euros de moins, et donc il pourrait vous demander des dommagements. C'est quand même assez fou, ça. Donc, on peut même aller chercher de la data extérieure à la boîte pour dire qu'il y a discrimination. Bon, j'espère que l'État français va quand même coupler ce dernier pan, parce que sinon, ça va être magique. J'ai juste une petite question. Que faire lorsqu'il y a des historiques, ou alors lorsqu'on intègre une nouvelle entreprise qui a des rémunérations plus élevées? Je la prends parce qu'elle a été posée plusieurs fois. Là, il va falloir nettoyer. Et donc, c'est là où je vous dis, il va falloir construire vos catégories de travailleurs et les analyser pour voir ce que ça donne assez rapidement pour savoir si vous êtes en danger ou pas sur ces catégories de travailleurs. Et après, malheureusement, il va falloir augmenter. Et le problème de l'augmentation, c'est que plus vous allez augmenter les bas salaires, plus votre niveau moyen va augmenter de la catégorie de travailleurs, parce que c'est une moyenne, donc la moyenne augmente, plus il y a des cas, et donc il va falloir vraiment beaucoup augmenter pour plafonner. Donc ça va être franchement assez sport, surtout dans les grosses boîtes. Alors, les grosses boîtes, je ne suis pas sûr, parce qu'en théorie, les grosses boîtes, vous êtes déjà adaptés sur des grilles de salaire. Là, dans les grosses entreprises où vous pourrez avoir des problématiques, c'est plutôt sur les cadres et les cadres supérieurs, où là, les trucs explosent. Les grilles de salaire ne sont pas appliquées. Par contre, c'est plutôt les bonnes PME, ETI, 100, 300 personnes, où des fois on n'a pas de grille de salaire, j'en ai vu plein, et où c'est le salaire en est, et à la tête du client. Donc là, ça va être vraiment très sport. Et du coup, je me permets, parce que ça fait écho un peu à la question que j'ai vue tout à l'heure sur les personnes qui font partie d'un CODIR. Justement, est-ce qu'on les classe ensemble dans cette fameuse catégorie Très bien fait, catégorie de travailleurs, direction, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mes données de test. J'ai fait la direction et j'ai mis les 3 directeurs ensemble. Ça faisait le sens, c'est logique. Comme vous dit le décret, c'est de même travail ou de valeur égale. Donc, vous pouvez considérer que c'est un poste de direction, donc c'est une valeur égale. Alors là, on arrive sur l'article 9, qui est donc qui est plus proche du calcul de l'index, et donc de qu'est-ce qu'on va devoir faire et comment on va devoir publier ces articles. Je vais aller sur l'article détaillé en même temps, pareil. Donc, on a, comme dans le cadre de l'index, on a des indicateurs à calculer. Là où ça me semble un peu plus simple et où il n'y a pas forcément de critères pour l'instant, on a donc l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc là, rémunération, au sens du décret, ça a l'air d'être la rémunération globale.
juste afficher l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Donc là, il ne parle même pas de CSP, il ne parle même pas de catégorie, donc pour le premier. Et pour le deuxième, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes au niveau des composants variables ou complémentaires. Alors, c'est là où on rigole. Donc déjà, pour moi, écart de rémunération, comment moi je l'ai interprété, je pense qu'on parle de rémunération moyenne. L'écart de rémunération moyenne entre les hommes et les femmes et l'écart de rémunération moyenne entre les hommes et les femmes sur les composantes variables ou complémentaires. Donc les composantes variables et complémentaires. Donc là, on parle que, donc si on devait faire un élément zoom de la paye, je pense que là, on prend le salaire de base et tout ce qui est après le salaire de base, donc le salaire pur contractuel, bah, ça rentre dans des variables de composantes, des variables composantes et complémentaires. Donc ça va être les heures sup, ça va être les primes, ça va être tout ce qui est pied de bulletin aussi, ticket restaurant, avantages en nature de type voiture, ça va être peut-être des retraites complémentaires, vraiment tout ce qui est propre en matière d'avantages. Et là où on va encore plus loin le décret, et là je ne sais pas comment vous allez faire, je ne sais pas s'il y en a, ils disent qu'il faut même rajouter des avantages qui ne seraient pas numéraires. Donc, prenons un exemple. Quelqu'un a une voiture de fonction mise à disposition qui ne rentre pas dans un avantage en nature parce qu'elle est utilitaire, etc., etc. Bah, ça, il faudrait le marquer. Quelqu'un a un téléphone d'entreprise, il faudrait le mettre dedans. Quelqu'un a je ne sais quoi, il faut tout mettre dedans. Et en plus, il faut tout valoriser. Alors ça, en plus, vous ne l'avez pas dans vos systèmes de paye, vous ne l'avez nulle part. Je ne sais même pas comment ils vont faire pour le contrôler. Mais ça va être assez drôle. Après, donc ça, c'était le point 1 et 2, composantes variables et complémentaires. Et on a le point 3 et 4 qui sont le miroir de cela. Contrairement à l'index où on parle toujours de moyenne, le décret vient de rajouter un élément qui est la médiane. La médiane, je sais que pas forcément tout le monde est habitué à ces notions, moyenne, médiane. La moyenne, normalement, tout le monde maîtrise. La moyenne, c'est on prend l'ensemble des rémunérations et on fait une moyenne et on dit ben, les hommes sont payés 50 000, les femmes sont payées 45 000, l'écart, c'est 5 000 euros. Ça fait 10% d'écart. La médiane, c'est une notion qui est complètement différente. Je fais un update pour ceux qui ne le savent pas. Donc, la médiane, vous prenez un exemple, vous listez les 100 salaires, vous les triez par décroissant ou croissant en matière de rémunération, et vous regardez qui est à la position 50. Et le salaire médian, c'est la valeur de la ligne 50. Donc, en gros, si vous avez des hauts salaires et beaucoup de tout petits salaires, potentiellement, le salaire médian, ça sera celui de la ligne 50 qui sera faible. Donc ça, c'est pour la notion de médiane. Donc, c'est des calculs qu'il faut aussi regarder parce que vous avez l'habitude potentiellement de piloter le salaire moyen et peut-être un peu moins le médian. Tiens, je serais curieux dans le chat de savoir s'il y a plein de gens qui pilotent aussi le médian ou s'il y en a qui n'ont jamais regardé. Tu me diras, Géraldine, dans le chat, ce qu'ils disent. Ouais, ça arrive doucement. Voilà, je vois la question sur est-ce que le nouvel index c'est pour toutes les entreprises. On va aller regarder. Après, je vous fais d'abord les indicateurs et après, je vous fais les mises en œuvre et qui est obligé à faire quoi. Oui, il y en a qui calculent et ouais, c'est assez mitigé, mais il y en a qui le font. Ça va, alors si vous le maîtrisez et que vous êtes à l'aise, ça devrait bien se passer. Donc, par contre, nouveauté, donc le médian est nouveau par rapport à l'index. Comme je vous disais, à l'index, on était par CSP ou par catégorie interne de travailleurs. Là, il ne précise pas, il parle de global, homme-femme, sans parler de CSP. Donc, il est possible que l'État vienne nous rajouter les CSP pour que ça soit un peu plus facile en lecture. Point 5, qu'on n'avait pas aussi. Alors là, c'est la proportion de travailleurs féminins et travailleurs masculins bénéficiant de composantes variables complémentaires. Donc, c'est juste savoir combien de pourcentage de femmes ont du variable, combien de pourcentage d'hommes ont du variable. Et la proportion de travailleurs féminins et de travailleurs masculins dans chaque quartile. Donc, les quartiles. Qui sait ce que c'est qu'un quartile? Un quartile, donc c'est le pendant un peu de la médiane. Le quartile, vous allez prendre vos rémunérations, donc vous allez les retrier par ordre décroissant. Et si vous avez 100 personnes, le premier quartile, c'est les 25 rémunérations les plus hautes. Le deuxième quartile, ou l'inverse, le quatrième quartile, on va dire, parce que moi, je l'ai conçu comme ça. Le quatrième quartile, c'est les 25 rémunérations les plus hautes. Le troisième quartile, celles qui sont entre la position, du coup, 75 et 50.
troisième entre 50 et 26, et de 25 à 1, c'est le premier quartile. Donc, c'est vraiment coupé en 4. Vous prenez vos 100 et vous faites 4 tranches de taille égale, et vous regardez le nombre d'hommes et de femmes qu'il y a dans chaque quartile. Il n'y a que ça à afficher. Et à publier en interne, et c'est là où ça va commencer à être sport, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie de travailleurs ventilés par salaire ou traitement ordinaire de base et par composante de complémentaire. Donc là, vous allez devoir publier l'ensemble des écarts de rémunération par vos catégories de travailleurs en interne. Donc, les 6 premiers points, c'était interne et externe, donc site internet, etc., public. Et le dernier point, c'est que interne. Donc, c'est-à-dire que tous les collaborateurs pourront accéder aux écarts de rémunération des catégories de travailleurs, de chaque catégorie de travailleurs, pas que les leurs. Voilà. Les apprentis, ils rentrent dedans? L'apprenti est considéré comme un travailleur. Attendez, juste je regarde, je suis un peu perdu dans mes slides. Allez, on y va. Donc, autre élément. On va finir ça, parce que c'est là, sur ces sets, donc c'est pas marqué dans le PowerPoint, je vais vous demander d'écouter. Là où c'est drôle, ou attendez, je l'ai après. Oui, on va y parler après. Je reviendrai après sur la partie. Désolé, hein, déjà, c'est la première fois que je le fais, donc je n'ai pas forcément les slides bien dans l'ordre. Alors, je vois la question de Delphine, juste je vais la prendre. Est-ce que les saisonniers sont inclus? Alors, si on peut regarder un petit peu ce qui a été fait dans l'index. Aujourd'hui, dans l'index, on exclut les gens qui ne sont pas là plus de 183 jours dans l'année. Je peux supposer qu'on va refaire la même. Le décret ne précise pas du tout ça. Le décret ne précise pas qu'il faut remettre en équivalent temps plein, mais je pense que le gouvernement, je ne vois pas comment on ne viendrait pas préciser qu'on va exclure certaines salariés qui sont là très peu de temps. On ne va pas inclure quelqu'un qui est là 2 jours. Et donc, je pense que je vois bien remettre le gouvernement cette règle des 183 jours et des remises de salaire en équivalent temps plein. En matière de mise en œuvre, donc, les employeurs dont les effectifs comptent 250 travailleurs ou plus fournissent au plus tard le 7 juin 2027 et chaque année. Donc, il va falloir fournir ces 7 indicateurs chaque année à partir de juin 2027. Donc, pas à calculer pour 2026, mais donc ça va être sur les chiffres de l'année 2026 à fournir en juin 2027. Donc, on a déjà un peu plus de temps par rapport à l'index, où l'index c'était mars. Là, on parle de juin. Alors, peut-être que le gouvernement va rechanger la date et venir rapprocher. Mais en tout cas, le décret parle au plus tard le 7 juin. Pour les employeurs dont les effectifs comptent entre 150 et 250, ils doivent le faire la première fois le 7 juin 2027, puis après, une fois tous les 3 ans. Donc, les catégories de travailleurs, c'est une fois tous les 3 ans. La publication, une fois tous les 3 ans. Mais je vous rappelle que vos collaborateurs pourront vous demander de façon individuelle chaque année. Vu que le CSE peut récupérer ce que donnent les collaborateurs, à mon avis, je ne vois pas comment vos CSE ne vont pas vous les demander tous les ans, même quand vous êtes entre 150 et 250, les catégories de travail. Par contre, vous n'aurez pas à les publier sur le site Internet. Pour les employeurs dont les effectifs comptent entre 100 et 150, à fournir au plus tard 2031. Donc, ce décret en matière d'article 9 d'affichage, donc on a quand même vachement plus de temps. On a 4 ans supplémentaires pour les boîtes entre 100 et 150 personnes. Et tous les 3 ans. Dernier point, et c'est là où c'est drôle aussi, c'est que le décret laisse la porte ouverte aux États de décider de mettre des obligations à des effectifs inférieurs à 100 collaborateurs. L'index égalité hommes-femmes étant juste à partir de 50, je ne vois pas pourquoi le gouvernement n'irait pas inclure les boîtes entre 50 et 100 dans ce décret, sur cette partie publication d'informations et des 7 indicateurs à publier. Voilà pour cette partie publication. Donc, ce que je voulais vous montrer un petit peu, c'est ce que j'ai fait préconçu dans Graphique. Donc, je vais repartager mon écran pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je repartage l'écran. Donc, dans Graphique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc un tableau de bord qui sera mis à disposition de nos clients d'ici, je pense, la fin de la semaine ou début de la semaine ou la semaine prochaine.
Donc, dans les calculs, j'ai fait quelque chose d'assez simple parce que de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas la règle légale, mais ça donne au moins un ordre d'idée. Donc, j'ai calculé les salaires médians et moyens. Ici, j'ai fait en sorte d'exclure les gens qui ont des contrats plus courts que 183 jours pour vraiment garder. Et donc, on a calculé le salaire moyen des femmes, le salaire moyen des hommes, l'écart que cela donne et le calcul en pourcentage. Pareil sur le médian. Voilà, donc tous nos clients vont pouvoir y accéder d'ici 15 jours. J'ai fait pareil sur la partie analyse variable moyen-médian. Donc là, j'ai inclus toutes les primes et toutes les parties autres rémunérations de la DSN, parce que sachez, pour ceux qui ne savent pas, que donc, notre outil se base en partie sur la DSN. Donc, il va y avoir tout ce qui est prime et tout ce qui est bas de bulletin qui est rentré, tout ce qui est heures supplémentaires. Et donc, on regarde la partie variable, pareil de la même élément. Après, on a fait un calcul de la proportion des gens qui ont du variable et ou des composantes. Bien entendu, ces proportions-là et cela ne vient pas encore inclure tout ce qui est inconnu dans la DSN. Voilà, on va mettre en sorte dans l'application de pouvoir le faire. La partie proportion de collaborateurs dans chaque quartile. Donc là, vous avez un indicateur qui vous donne que dans le Q1, il y a 54% de femmes et 45% d'hommes. Tac, tac, tac. Vous avez les quartiles. Et la partie écart de rémunération de travailleurs, où là, vous retrouvez vos catégories de travailleurs. Vous avez le nombre de femmes, le nombre d'hommes, le salaire moyen des femmes, le salaire moyen des hommes. Pardon, j'ai dit l'inverse, des hommes, les femmes, et les écarts. Voilà, donc ça, c'est calculé. La partie catégorie de travailleurs, aujourd'hui, donc nous, on peut l'intégrer. On part du principe qu'on ne va pas calculer ni les CSP, ni les positions convention collective, mais si vous êtes client et que vous voulez qu'on les applique, il suffira de faire une demande au support via l'assistance qui est ici. On va pouvoir charger vos catégories de travailleurs via ce qu'on appelle une technologie de mapping. Vous allez exporter la liste, mettre leur catégorie que vous pouvez créer et importer. Et après, ces indicateurs-là vont se calculer tout seuls. C'est pour ceux qui font l'index avec nous. Si vous utilisez déjà les catégories internes, il n'y a rien à faire parce qu'en fait, c'est base sur les catégories internes qu'on utilisait déjà pour l'index. Et donc, ça va le faire. Il y a une question sur la temporalité de mise en œuvre. En interne, ils devront tout mettre en œuvre pour 2026 pour que les salariés puissent voir leur potentiel écart de rémunération. Est-ce que c'est bien ça? Alors, c'est ce que dit le décret. Mais ce que dit le décret, c'est que vous avez un délai de 2 mois après la première demande. Donc, en théorie, si vous avez les premières demandes qui tombent en juin, mais si ça tombe en juin mais que le gouvernement n'a rien fait, voilà. Mais donc, on peut, à mon avis, soyez prêts pour septembre. Vous arriverez à avoir du temps septembre, mais ça me paraît compliqué que vous gagniez plus que ça. Alors, et maintenant, là, c'est là où on rigole. Enfin, on rigole encore. Donc, l'article 10, qui est donc à la suite de ces catégories de ces publications, va dire que si les écarts sont inférieurs à 5% dans la catégorie de travailleurs, vous n'avez aucune obligation. Tout écart inférieur à 5%, donc plus ou moins, moins 5, entre moins 5 et 5%, vous n'êtes pas obligé de vous justifier sur quoi que ce soit. Par contre, tous les écarts supérieurs de 5% vont demander une analyse approfondie afin de justifier les écarts, et ces analyses doivent être faites avec les CSE. Donc, s'il va falloir dire que toutes vos catégories où il y a plus de 5%, il va falloir qu'on aille justifier pourquoi dans ces catégories-là, il y a plus de 5%. Il n'y a pour l'instant, dans le décret de l'Union européenne, aucune sanction qui est décrite. Juste le fait que vous devez aller justifier et expliquer les écarts. Et dans le cas où il y a plus de 5%, mettre en place les mesures correctives afin de diminuer ces écarts. Je vois là qui est la remarque de Dominique, la catégorie, c'est rémunération, c'est pas précisé. Il parle de rémunération entre les femmes et les hommes, il ne précise pas si c'est moyenne ou médiane. On peut supposer que c'est plutôt moyenne, à mon avis, ça sera. Parce que c'est compliqué d'agir sur de la moyenne et de la médiane.
Donc, du coup, donc il va falloir faire tout ce travail avec le CSE. C'est là où vous allez quand même commencer à avoir beaucoup de boulot et d'explications. Les niveaux de rémunération moyens des travailleurs féminins et travailleurs masculins sur les composantes variables ou complémentaires pour chaque catégorie, les proportions de travailleurs féminins et masculins, la raison de ces différents niveaux de rémunération moyens fondés sur des critères objectifs non sexistes, bien sûr, pour autant qu'il en existe, telles qu'elles ont été déterminées conjointement par les représentants de travailleurs et l'employeur. Ce qu'on ne voit pas dans le... Enfin, ce qu'on voit. Enfin, c'est faux. Ce qu'il n'y a pas clairement affiché par rapport à avant, c'est deux choses. C'est les 10 plus hautes rémunérations, qui n'existent plus dans le décret de l'Union européenne, que vous aurez peut-être forcément par la création de catégories de travailleurs sur les hauts revenus, et les augmentations des maternités. Alors, les augmentations des maternités, c'était quand même le gros foutage de gueule, c'était extrêmement compliqué comment c'était fait, etc. Par contre, dans le cadre de l'évaluation conjointe, il va vous demander d'analyser aussi les personnes qui ont été en maternité, paternité ou congé parental et regarder s'ils ont eu des augmentations par rapport aux autres et justifier qu'ils ont été traités de la même façon. Donc, c'est juste une justification, il n'y a pas de chiffres à prévoir. Et donc, il y a quand même un focus à faire autour de la congé parental, congé maternité-paternité et le futur congé, je crois ils en ont sorti un là, il n'y a pas longtemps, ou ils vont en sortir un. J'ai plus le terme, c'est peut-être congé parental d'ailleurs, le nouveau terme. Voilà. Donc, tac, là je vous ai remis d'autres règles. Congé de naissance, ils disent. Congé de naissance, voilà. Voilà, et donc là, il rajoute encore des règles. Les proportions de travailleurs féminins et travailleurs masculins qui ont bénéficié d'une augmentation de leur rémunération suite à leur retour de congé maternité. Donc, c'est ce que je vous disais, je l'avais fait de tête, mais je l'avais mis en fait dans les slides. Des mesures visant à remédier aux différentes rémunérations si celles-ci ne sont pas justifiées par des critères objectifs non sexistes, et une évaluation, et ça c'est les années après, de l'efficacité des mesures résultant des précédentes évaluations conjointes. Donc, il y aura un suivi. Ces informations donc, doivent être fournies au CSE, mais aussi aux organismes de surveillance. Donc, pour l'instant, sûrement à l'URSSAF, etc. Et à l'inspecteur du travail. Okay. Une question, n'est-il pas obligatoire d'augmenter Si les écarts sont supérieurs à 5%, il faut que les employeurs mettent à l'évaluation conjointe des rémunérations à la disposition des travailleurs. Donc en plus, il va falloir publier vos études et vos discussions aux travailleurs. Voilà. Donc c'est vraiment, enfin c'est assez costaud en matière de dialogue social et d'éléments. Mais voilà, comme je vous dis depuis le début, rien de très très précis, à part qu'il va falloir beaucoup échanger, expliquer pourquoi, vraiment passer du temps. Donc anticipez autant que vous pouvez vos catégories de travailleurs, les critères qui définissent la rémunération, créez vos grilles, réajustez autant que possible pour éviter les débats. Si vous pouvez, parce que ça va coûter très très cher, tout ça quand même pour les entreprises. Alors, nous, ce qu'on a fait dans le graphique, tu avais une question, Géraldine, avant que je montre le dernier point. En fait, il y avait juste une question, n'est-il pas déjà obligatoire d'augmenter les femmes de retour de congé maternité si des augmentations ont été distribuées pendant leur absence? Bien sûr, c'est tout à fait obligatoire et c'est déjà dans la loi, comme le fait qu'on doit travail égal, valeur égale. Mais aujourd'hui, on ne va pas se mentir, la plupart des entreprises ne le font pas parce qu'il y a un petit peu quand même, la loi est quand même assez complexe. Et en général, on a augmenté potentiellement la femme enceinte pendant son congé maternité parce qu'il y a une augmentation générale et on ne l'augmente pas juste après, alors qu'il y a eu peut-être des augmentations individuelles données. Voilà. Mais oui, c'est déjà une obligation légale. Donc du coup, si on revient dans le graphique, pour aider nos clients et ce qu'on va mettre en place et ce qu'il y a déjà en place, on a mis en place un export de données qui est ici, qui permet donc d'exporter les données. Donc là, c'est vraiment un exemple sur de la data, hein, mais qui va vous permettre, et c'est une idée, hein, de récupérer un fichier Excel où vous allez récupérer là la liste, donc là c'est des matricules techniques, hein, la liste de chaque personne. Ah, vous ne le voyez pas. Alors attendez, j'arrête le partage parce que je me suis trompé. Je partage. Ah oui, tout l'écran, ça sera mieux. Vous verrez le fichier Excel du coup. Attends, c'est là.
C'est bon là, Géraldine, vous le voyez? Ça arrive. Là, c'est bon. Donc, un exemple de fichier Excel qu'on a mis en place. Donc, vous avez le salaire annuel par matricule, le salaire moyen de sa propre catégorie de travailleurs. Donc là, j'ai tous les C1 avec tous leurs salaires. Les écarts. Bon, bah, OK, ça, je n'ai pas à voir. Ah, là, j'ai peut-être à regarder. Ou là, j'ai beaucoup à regarder. Alors, quand c'est négatif, c'est qu'il est payé plus. Donc, j'ai potentiellement celui-là à regarder très fortement et celui-là à regarder très fortement. Voilà. J'active mes modifications. Et après, bon, je ne sais pas ce qui se passe. Et après, ben, pour vous aider dans l'analyse, on a mis tous les critères objectifs qui peuvent permettre de justifier les écarts. L'ancienneté, l'expérience professionnelle, l'âge, le niveau de responsabilité, les difficultés de mission, est-ce qu'il y a du management ou pas, le niveau de diplôme, voilà, on peut rajouter. Bien entendu, voilà, il va falloir en mettre un maximum pour vraiment justifier vos écarts de rémunération. Dans ce que je vous disais, il n'est pas interdit, il n'y a pas de sanction aujourd'hui dans le décret si vous payez moins bien quelqu'un, il faut juste être capable de justifier et de prouver qu'il n'y a pas de discrimination et que c'est objectif sur des critères objectifs que vous appliquez un salaire qui est moindre. Et du coup, ça répond à la question, Hélène, quand on gère les augmentations liées à la performance individuelle du fait de l'entreprise US, c'est compliqué de justifier les écarts ensuite. Donc en fait, voilà, il faut pouvoir justifier. Alors, je ne suis pas d'accord, parce que s'il y a une performance individuelle, en théorie, vous avez une notation, et donc vous avez des critères objectifs sur cette notation. Et il va falloir publier les notations éléments. Voilà. Autre point, je pense que j'ai oublié de vous donner, c'est que aussi dans les règles des augmentations, dans le cadre des campagnes d'augmentation, il va falloir, avant de faire une campagne, de définir les règles des augmentations. Aussi, je pense que j'en ai parlé, et d'expliquer les critères qui vont permettre à définir les augmentations de chaque personne. Voilà. Mais en tout cas, on a tout un énorme historique de rémunération, d'acquis sociaux qui vont être compliqués à gérer. Parce que quand quelqu'un est là et qu'il y a eu des choix d'un manager de l'augmenter pour l'éviter de partir et qu'il a pris 20% d'augmentation, c'est pas justifié et qu'il est payé 20% de plus que tous ses collègues, ça va être quand même assez compliqué. Si je devais faire une synthèse, vraiment, les points que vous devez avoir en tête, donc c'est bien vous mettre, ça c'est facile, vous mettre déjà en conformité en matière d'embauche, donc salaire sur les offres, les CCN, pas de discrimination sur les libellés d'emploi, et plus de questions, commencez déjà à mettre plus de questions sur l'historique de rémunération. On ne demande plus les bulletins de salaire, comme je ne sais plus qui avait proposé. La catégorie de travailleurs, qui est le gros sujet sur lequel il va falloir travailler. Vous pouvez commencer maintenant, parce que c'est sûr, je ne vois pas comment le gouvernement ne va pas pouvoir échapper à ça, à nous le mettre. Donc c'est clairement dit, c'est partout dans le décret, les catégories de travailleurs. Donc vous pouvez déjà commencer à aller travailler, à faire des simulations pour les créer, etc. Les demandes individuelles avec l'inversement de la preuve en cas de discrimination, sur lesquelles donc, vous avez des risques prud'homaux qui peuvent augmenter. Ou plus que ça, c'est, je pense, des risques de départ parce que les gens ne vont pas être en matière reconnus à leur juste valeur. Alors, en ce moment, ce n'est pas trop l'ambiance des départs dans les entreprises. On a plutôt une force des employeurs qui s'est réinversée par rapport au marché de l'emploi. Donc, tant mieux. Et surtout, d'énormes négociations avec les CSE parce que tout va être zoomé à la loupe, analysé à la loupe partout. Et donc, ça va être très, très compliqué. Dès juin pour les plus de 150, dès juin 2027, dès juin 2030 ou 31, j'ai peut-être une coquille dans le PowerPoint là. Je crois que c'est 31. Pour les plus de 100. Et pour les autres, en fait, je pense que le gouvernement va certainement nous mettre des obligations sur les moins de 50. Ce que disent le gouvernement, c'est qu'ils voudraient calculer une partie des indicateurs directement depuis de vos DSN. Donc moi, ce que je vois, qu'ils seraient en théorie capables de calculer les 6 premiers indicateurs, mais je ne vois pas comment ils pourraient calculer, en tout cas les deux premiers ou les 3 premiers, mais je ne vois pas comment ils pourraient calculer vos catégories de travailleurs, parce que ça fait être propre aujourd'hui et qu'il n'y a pas de champ et pas de balise prévue dans la DSN pour les remplir. Je ne vois pas comment ils pourraient calculer les composantes des variables s'il y a des éléments qui sont hors paye à prendre en compte. Donc, je ne suis pas sûr que le gouvernement va vraiment nous calculer ça tout seul et que ça va être indolore pour vous. On ne va pas se mentir. Puis, de toute façon, tout ce qui est autour des négociations, le gouvernement, il ne peut rien faire pour vous. Il va falloir que vous fassiez tous ces calculs vous-même.
Midi. On a une- On est pas Alors, mal. on a juste une question. On parle à la fois de l'index égalité homme-femme et de la transparence salariale, mais les salaires pris en compte ne sont pas les mêmes. Pouvez-vous confirmer que pour l'index égalité homme-femme, on retient les salaires réellement versés, tandis que pour la transparence salariale, on s'appuie sur les salaires contractuels ou des fourchettes proposées? Alors, en fait, ça, aujourd'hui, dans le cadre de l'index, on parle plutôt de salaire établi ou que le collaborateur est réellement perçu, donc pas forcément de rémunération contractuelle, hein. Je pense qu'ils vont réappliquer la même règle. C'est-à-dire on va parler de salaire rétabli, donc en cas de maladie, il faut rétablir le salaire, qu'est-ce qu'aurait perçu le salarié, etc. Je pense Ok. on va être proche de l'index en matière de calcul de rémunération sur ce sujet. En tout cas, moi, ce que j'ai fait dans le graphique aujourd'hui, j'ai réutilisé le salaire établi et non le salaire abattu avec les maladies. Ok. Dernière question. Alors, j'arrive pas à régler. Notre activité est très féminisée. Je n'aurai aucune catégorie avec 3 hommes. Quoi publier? Alors, votre activité est très féminisée, donc c'est bien, vous serez non soumis peut-être aux indicateurs à publier. Par contre, vous aurez quand même des catégories de travailleurs à publier, parce que ça n'empêche pas que la catégorie de travailleurs, il va falloir quand même publier les rémunérations. Et donc, vous allez et certainement avoir aussi des questions de discrimination au sein d'un même cortège de sexe, hein. Ça n'empêche pas, hein. Et donc expliquer pourquoi une femme est payée en dessous de toutes les autres. On arrive un peu au bout de ce webinaire. Donc pour information, on vous envoie le replay et le support. Je voyais que c'était des questions qui revenaient beaucoup. Donc le replay et le support vous seront envoyés d'ici cet après-midi ou demain. En attendant, on a quand même construit un petit document avec 10 points sur êtes-vous prêt pour la transparence salariale. Donc, ils reprennent un peu les grands éléments. Donc, déjà, si vous arrivez à répondre de manière positive à ces 10 questions, vous êtes sur la bonne voie. Et également, ce qu'on peut vous proposer, c'est si vous souhaitez en savoir plus sur le graphique, parce que là, Christophe vous a montré un peu des écrans de graphiques sur la transparence salariale, mais Graphique est un outil de BI RH qui est plugué aux principaux SIRH du marché, type Lucas, 1, 2, 3 Pay, Silae, etc. Donc, si vous souhaitez avoir une démo de notre outil graphique, donc cette BI RH qui permet d'automatiser les rapports légaux RH et de faire vos tableaux de bord RH, donc n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous directement en cliquant ici sur ce lien. Et voilà pour nous, 12h02, on a tenu le timing. Voilà, donc je vous rappelle quand même que je ne suis pas avocat, que c'est une analyse avec mes connaissances actuelles, que rien n'est encore publié en matière de décret français, mais voilà, je pense que quand même les grandes lignes et les grands points, catégorie de travailleurs, inversement de la preuve pour la discrimination, ça va être les gros sujets, et les discussions avec les CSE qui vont être sur ces catégories de travailleurs. Bon, en tout cas, je vous souhaite un gros courage et bon courage pour traiter tout ça, parce que ça va être assez sport. En tout cas, les RH ne vont pas être remplacés par IA demain avec ce genre de sujet. Voilà, allez, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup.